Depuis plusieurs années, j'ai un rapport plutôt réfléchi à mon argent. Quand je dépense de l'argent, je le fais intentionnellement en me demandant si j'ai vraiment besoin de faire un achat, je me demande si c'est vraiment justifié, et la manière dont j'épargne est totalement réfléchie. Je me dis que si j'épargne, c'est pour pallier à des risques futurs parce que la vie est par nature hasardeuse. C'est quelque chose que je t'ai déjà dit sur ma chaîne. Seulement depuis quelques mois, je m'interroge vraiment intensément sur les limites de cette pensée, de cette manière de voir les choses. Parce que, à force de dire aux gens qu'il faut absolument épargner, est-ce qu'on ne pousse pas les gens à sous-dépenser? On l'oublie parfois au niveau individuel, moi le premier, mais l'argent, c'est bête à dire, mais c'est fait pour être dépensé. À force de toujours prôner le fait d'épargner, épargner, épargner, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose dans la vie? Est-ce qu'on passe pas à côté d'une vie plus pleine et plus heureuse grâce à la dépense? Et alors que je me questionnais de plus en plus sur les limites de ce mode de vie et que je me demandais comment plus dépenser mon argent de manière à avoir une vie optimale tout en épargnant quand même sans me laisser aller à toutes les dépenses futiles, je suis tombé sur ce livre, Die with Zero, écrit par Bill Perkins. Si tu sais pas ce que ça veut dire mourir avec zéro. Et comme son nom l'indique, l'auteur part d'un postulat clair: si à ta mort tu as plus de 0 € sur ton compte en banque, c'est que tu es forcément passé à côté de quelque chose. Alors évidemment, c'est un titre volontairement provocateur, il s'agit pas de mourir avec exactement 0 € sur ton compte en banque, tu t'en doutes. C'est juste un livre qui va pousser à revoir ton rapport à l'épargne et surtout à la dépense. Est-ce que tu dépenses assez dans ta vie pour vivre une vie heureuse? Évidemment, on va pas non plus parler de cas d'accident de la vie ou de pauvreté. Ici, le fait de mourir avec zéro est subi, mais l'auteur nous parle plutôt d'un choix de vie. Un choix de vie où on mourrait avec très peu d'argent sur notre compte en banque. Donc je vais te présenter 4 points marquants de ce livre qui, j'espère, vont beaucoup t'aider. Ah, et c'est déjà le deuxième livre que je te présente au cours de ce format, mais j'ai toujours pas de nom de format, donc si t'as un nom, tu peux me le dire en commentaire et je suis preneur de toutes les propositions. La première idée qui m'a pas mal marqué, c'est le fait de maximiser tes expériences de vie positives. Tout le bonheur que tu vas construire grâce à la dépense va reposer sur ça, les expériences de vie. Et oui, tu te doutes bien que j'allais pas te parler de dépenser ton argent dans des téléphones ou dans des habits. Selon moi, les possessions ne contribuent jamais au bonheur sur le long terme. Alors que les expériences positives, oui. Je t'en parlais d'ailleurs dans une ancienne vidéo où je te parlais de la différence entre faire quelque chose et avoir quelque chose. Bill Perkins nous dit que dans la vie, on a tous de l'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, pour faire des expériences enrichissantes et positives, la plupart du temps, on a besoin d'argent. Donc, qu'est-ce que ça va être l'intermédiaire entre notre énergie et ces expériences positives? Ça va être le travail. Au travail, on va troquer notre énergie contre de l'argent. Et cet argent, on va pouvoir le dépenser par la suite dans des expériences positives. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont perdu de vue cette idée. Ils pensent juste qu'ils doivent gagner de l'argent pour gagner de l'argent, alors que l'argent doit bel et bien être fait pour être dépensé, pour être plus heureux. Donc il faut bel et bien épargner, mais il faut aussi maximiser le rapport gain-dépense dans notre vie pour tirer le plus possible de l'argent qu'on a à dépenser. Ce qui est très intéressant dans cette partie du livre, c'est que Bill Perkins théorise quelque chose qu'il appelle le dividende des souvenirs. Un dividende, si tu sais pas ce que c'est une part des bénéfices qu'une entreprise reverse à ses actionnaires. Et en fait, il dit que quand on pense à des investissements, on pense souvent à des investissements financiers. C'est pour ça qu'il prend l'image du dividende, et il dit que le dividende des souvenirs, c'est bel et bien un retour sur investissement, mais il n'est pas financier. Tu sais, à chaque fois que tu vis une expérience, à vie, tu vas te rappeler de cette expérience positive, et à vie, elle va, entre guillemets, payer des dividendes, parce qu'à chaque fois que tu vas te rappeler de cette expérience, tu vas être heureux de nouveau. Il y a même des fois des expériences que tu as vécues qui durent beaucoup plus longtemps en termes de souvenirs que ce qu'elles ont vraiment duré. Pense à un week-end entre amis ou à des vacances. La plupart du temps, ça dure entre 2 jours et 3 semaines, mais jusqu'à la fin de ta vie, tu peux t'en rappeler. Sur notre lit de mort, il ne nous reste pas une somme d'argent sur un compte, il ne nous reste pas des possessions matérielles, mais il nous reste bel et bien des souvenirs. Et si on arrive à accumuler ces dividendes de souvenirs au cours de notre vie, si on arrive à maximiser nos expériences de vie positive, il y a de grandes chances que, sur le long terme, notre bonheur augmente de manière exponentielle. Et donc cette idée, elle est super intéressante parce qu'elle rejoint beaucoup la philosophie minimaliste. Le fait d'avoir, c'est un pic de bonheur passager, alors que le fait de faire des choses, c'est ça qui va nous rendre vraiment heureux. Ce sont les expériences et les activités qu'on va faire dans notre vie. Et donc ça m'emmène à la deuxième chose qui m'a marqué dans ce livre, c'est le fait de ne pas vivre sa vie en autopilote. Là, on est purement dans le minimalisme et on est purement dans l'intentionnalité. Quand tu es minimaliste, tu apprends à développer un lien d'intentionnalité avec les choses que tu achètes et les choses que tu fais. Tu apprends à te demander pourquoi tu fais certaines choses. Le problème de notre société aujourd'hui, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que le standard, c'est de retarder la gratification en termes d'argent. On se dit qu'on doit mettre de côté pour plus tard, on se dit qu'on doit épargner pour les jours difficiles, mais on oublie souvent de dépenser notre argent. Et au final, on se retrouve à la fin de notre vie avec souvent plus d'argent que ce qu'on a besoin dans notre compte,
et on ne le dépense pas parce qu'on manque la plupart du temps d'énergie et d'envie. Donc ne pas vivre sa vie en autopilote, c'est refuser certains standards de la société, refuser un modèle préétabli qui consiste à penser qu'on va épargner jusqu'à nos 60, 65, 70 ans et profiter après, parce que c'est totalement faux. La plupart du temps, si on passe notre temps à travailler sans vivre d'expériences positives à côté, en fait, on se construit par notre travail. Et une fois à la retraite, ou une fois qu'on travaille plus, on s'est totalement construit dans ce cadre, on s'est totalement construit dans cette routine d'épargne sans fin, et au final, comme je l'ai dit, on n'a plus d'énergie pour dépenser notre argent, parce que les activités coûtent de l'énergie, et donc le mieux est de dépenser au bon moment de notre vie. Pas de dépenser plus tard et pas de passer son temps à retarder la gratification. Le troisième point vraiment super intéressant qui va te permettre de mettre en pratique cette idée de vivre une vie plus intentionnelle et de ne pas vivre en autopilote, c'est de penser à la vie en termes de saisonnalité. Il faut penser que dans la vie, il y a plusieurs saisons. On dit souvent qu'on meurt une fois, mais en réalité, on meurt plusieurs fois. Dans notre vie, on connaît tout le temps des fins de période. Il y a la fin de la période de l'enfance, de l'adolescence, du jeune adulte, de l'adulte, et enfin, la mort. Il y a plusieurs périodes dans notre vie, et c'est très intéressant de penser en termes de saison dans notre vie, parce que tout est lié aux trois mêmes piliers, aux trois mêmes ressources, le temps, l'énergie et l'argent. Il se trouve que la plupart des gens gèrent mal ces ressources et oublient que vivre une expérience de manière optimale au bon moment dans leur vie est une question de timing. Oui, il y a un moment parfait pour apprendre le ski, oui, il y a un moment parfait pour faire un saut en parachute, ou encore pour escalader une montagne. On ne peut pas faire ça à n'importe quel âge. Du coup, l'auteur va nous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que l'idée de faire une bucket list, c'est un début, mais c'est pas encore parfait, parce qu'on peut pas vivre des expériences optimales. Si tu sais pas ce que c'est une bucket list, c'est juste une liste de choses que tu vas faire avant de mourir et que tu as envie de vivre. Ce que l'auteur va proposer, c'est de faire une time bucket list. Ça se rapporte un petit peu à la bucket list dans le sens où tu vas noter ce que tu veux faire avant ta mort, mais tu vas intégrer ces choses-là dans des âges précis. Il invite à découper les années qui te restent de ta vie en décennies, de lister ce que tu veux faire avant ta mort et d'intégrer toutes les choses que tu veux faire avant ta mort par décennie pour arrêter de retarder la gratification et pour vivre les expériences de manière optimale au moment où tu dois les vivre. Par exemple, si tu veux faire un tour d'Asie en vélo, il y a de grandes chances que ce soit beaucoup plus optimal comme expérience au début de ta vingtaine qu'au début de ta quarantaine. Parce que même si au début de ta quarantaine, tu as l'énergie nécessaire, ce qui est tout à fait possible, tu auras peut-être moins de temps parce que tu auras des impératifs professionnels ou encore des enfants et une famille. Pense toujours à ce socle énergie, temps, argent et il faut toujours prendre en compte ces trois ressources pour les articuler et vivre une expérience au bon moment. Enfin, puisqu'on parle de saisonnalité et d'intentionnalité, il y a une idée qui m'a beaucoup aidé parce que je suis assez jeune, c'est que l'auteur nous dit qu'il faut prendre les plus gros risques quand on a le moins à perdre. En réalité, notre aversion au risque, elle devrait être très basse quand on est jeune et un peu plus élevée quand on vieillit. Parce qu'il y a de grandes chances que, premièrement, quand on est jeune, le revenu qu'on touche, ce ne soit pas le plus haut qu'on va toucher dans notre vie. Deuxièmement, si on perd beaucoup d'argent, il y a toujours du temps pour en regagner. Et troisièmement, c'est là où on a le plus d'énergie et de temps à revendre. Donc, la plupart du temps, les jeunes comme moi, par exemple, qui se disent qu'il faut absolument épargner, devraient peut-être un peu lâcher du lest et dépenser un peu plus, notamment dans des expériences enrichissantes, parce qu'ils ont encore du temps devant eux. Et avec le temps, l'aversion au risque devrait baisser proportionnellement. Par exemple, on donne souvent la règle d'or qu'il faut épargner à peu près 20% de ce qu'on gagne chaque mois. Mais encore une fois, c'est très personnel. Pour qui? À quel âge? Avec quelle jauge d'énergie? Quelle jauge de temps? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de prendre des chiffres comme ça et de les appliquer à notre vie. Il faut se questionner sur qu'est-ce qui nous suffit en termes d'épargne et qu'est-ce qu'on devrait plutôt dépenser pour avoir une vie plus heureuse. Enfin, le quatrième point central qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est la question des enfants et des associations caritatives. Depuis le début de cette vidéo, tu te dis peut-être que c'est assez égoïste de mourir avec zéro. Qu'est-ce que tu vas laisser aux enfants ? Et si à ta mort, t'as envie de donner à des associations caritatives? C'est super égoïste, non? Et c'est marrant parce que l'auteur a aussi fait face à ce genre de remarques, et c'est pour ça qu'il y a dédié carrément un chapitre. Et en fait, il va d'abord balayer l'argument de l'égoïsme en disant qu'une personne morte ne peut pas être généreuse. Une personne morte, ça ne paye pas d'impôts, ça ne paye pas de taxes, donc ça ne peut pas être généreux. Quand tu meurs, ou quand tu laisses un héritage, tu laisses ça un peu au hasard, tes descendants vont toucher de l'argent, mais ce n'est pas un vrai acte de générosité. Si tu veux vraiment aider tes enfants ou tes descendants de manière générale, aide-les, que ce soit financièrement ou matériellement, pendant ton vivant. Le premier argument, c'est celui de la générosité, mais il y a aussi un argument beaucoup plus pragmatique. Statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que tes enfants aient besoin de ton aide financière quand tu es vivant que quand tu es mort. Quand tu mourras, tes enfants auront entre 50 et 60 ans. La plupart du temps, à ce moment-là de leur vie, ils sont installés, ils ont passé beaucoup d'épreuves de la vie, et ils n'ont pas tant besoin de ton argent que ça. Alors que dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est là qu'un enfant a beaucoup besoin d'argent. C'est là qu'un enfant doit s'installer, doit acheter une maison, doit acheter une voiture ou que sais-je encore. Il y a de grandes chances que ton don
soit beaucoup plus optimale de ton vivant qu'une fois que tu es mort en termes d'héritage. Évidemment dans une tranche d'âge où ils peuvent vraiment faire bon usage de ton argent. Évidemment tu vas pas leur donner des dizaines de milliers d'euros quand ils ont 13 ans. Et pour les associations caritatives, c'est un peu la même chose. Premièrement, il n'y a pas d'acte de générosité de la part d'un mort. Et deuxièmement, bon là, elles te survivront et elles dureront bien plus longtemps que le temps d'une vie humaine. Mais il y a déjà des gens qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Si tu veux aider un fonds pour une maladie, si tu veux aider des gens qui meurent de faim dans le monde, si tu veux faire des choses comme ça, fais-le maintenant. Pourquoi attendre 30 ans ? Pourquoi attendre 30 ans de faim dans le monde avant de donner une partie de ton argent en héritage à des associations ? Le plus intelligent, c'est toujours de donner maintenant, si évidemment tu as les fonds. Donc l'argument de l'égoïsme en mourant avec zéro, c'est non, parce que mourir avec zéro, ça veut aussi dire donner de ton vivant et aider les personnes financièrement que tu as envie d'aider de ton vivant, pour vivre une vie encore une fois plus pleine et plus heureuse. Voilà pour ce livre, Mourir avec zéro, je le dis en français, mais malheureusement il n'existe pas en français, donc je suis vraiment désolé si tu lis pas l'anglais. Si je fais ces vidéos, c'est aussi pour aider certaines personnes qui n'auraient pas accès à certaines ressources, parce qu'il y a énormément de ressources qui existent en langue étrangère qui n'existent pas en français. Donc j'essaie aussi de vulgariser des contenus qui sont pas forcément accessibles. Et si tu lis l'anglais, je t'invite vraiment à aller lire ce livre dans le détail. J'ai dit qu'une petite fraction de ce qui se trouve dedans. Et encore une fois, moi, il m'a vraiment aidé. Il est vraiment arrivé au bon moment dans ma vie pour m'aider à revoir mon rapport à la dépense, décomplexer le fait de dépenser évidemment de manière intentionnelle et dans des choses intéressantes et qui peuvent m'apporter du bonheur sur le long terme. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. S'il y a des thématiques de livres dont tu veux que je parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. S'il y a des livres que tu veux me suggérer, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire et n'hésite pas non plus à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Pour des conseils, des astuces, des anecdotes et aussi des critiques de livres un peu plus nombreuses, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes, ça sera le premier lien en description. Les lettres minimalistes, ce sont des conseils que je ne partage pas forcément sur YouTube, que j'envoie plusieurs fois par semaine, donc clique sur le premier lien en description pour ne pas rater la prochaine lettre. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu, ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Il fait super moche aujourd'hui, je suis désolé si la lumière est pas dingue. J'essaie de faire avec la lumière naturelle, je trouve ça toujours mieux, mais là il fait très moche, très moche. Je m'en irais bien de France moi. Oh, peut-être un indice pour des futures vidéos, je sais pas.